Hello, c'est nous, bienvenue, podcast spécial The Boss, Bruce Springsteen. Une énigme, non, pas spécialement une énigme, parce que j'ai énormément de plaisir et d'amour pour ce Springsteen. Moi, je vais vous raconter, hein, juste pour introduire le truc, et après, il y aura un spécialiste, un nouveau, Benjamin Durand, qui sera là pour nous parler de Bruce, qui est gros spécialiste de Bruce. Voilà, alors moi Springsteen, voilà, Born in the USA, moi ça me parlait pas plus que ça. Et puis je suis tombé sur un bassiste merveilleux qui m'a fait ma culture musicale quand j'avais une vingtaine d'années et qui m'a ouvert à plein de choses. Et j'ai écouté les deux premiers albums de Springsteen et je trouve que c'est fondateur et que ça fait partie des albums magnifiques, notamment Greetings from Ashbury Park, qui est le premier. NJ. NG New Jersey. Oui, oui voilà, le bon, titre d'accord, complet, merci. c'est ça. Mais pas NG, tu peux le single. Quel single? NG 73. Enfin bref. Mais c'est NJ. Oui, continuons avant de perdre le fil. Donc ouais, voilà, alors c'est absolument incroyable. Je crois que Springsteen fait un bon nombre de parties de basse. T'as un batteur black derrière qui est absolument swing, etc. Des kilomètres de texte. C'est Oui, pareil que black. pour Dylan. T'as l'impression qu'il te raconte des choses alors que tu comprends pas un mot d'anglais. Enfin vraiment, vraiment superbe. Et allez, moi je m'arrête à Born to Run peut-être, qui est un super album, mais qui commence à être surproduit. Et je crois que quand Springsteen a fait Born to Run, c'était un peu le couteau sous la gorge qu'il a fait. Et que si en gros Born to Run ne marchait pas, on n'en entendait plus jamais parler. Et donc là, il fait une production un peu Walt Disney, il prend le E Street Band, dont je n'aime pas la section rythmique, je l'assume. Et du coup, après, il fait sa carrière, dont je ne connais pas trop les tenants, les aboutissants. Mais Donc du heureusement. coup, malheureusement, mais justement, Et heureusement, je vais découvrir ça dans mes années à venir. Et je suis avec Benjamin, qui va peut-être pouvoir nous en parler un peu, Bruce. beaucoup, À part que c'est... avec passion. À part que c'est un grand fan de Roy Orbison quand il est gamin, C'est vrai. qu'est-ce que on peut en dire et dans quel contexte il arrive surtout parce que c'est quand même une Oui. époque. Oui, Antoine. Bah à toi. C'est exactement ce qui est intéressant là-dedans, parce que Springsteen est né en 49 dans le New Jersey, comme tu l'as dit. Donc vraiment un enfant de la classe ouvrière américaine. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui encore aujourd'hui ne veut pas couper ses racines avec cette éducation, cet état d'esprit-là. Il a vécu le rêve américain, mais il ne veut pas oublier là d'où il vient. Et Ouais, c'est peut-être tout à ça fait. qui est le plus touchant dans sa démarche. D'accord. Donc du coup il arrive un peu gros fan de Dylan, etc. Bien Chanteur à sûr, texte. bien Enfin, sûr. si vous écoutez ses premiers albums, enfin, des kilomètres de texte. C'est presque les prémices du rap hein, parfois sur certains morceaux. Je pense à Growing Up ou à. It's Hard to Be a Saint in the Voilà, City. exactement, c'est celle-là que je cherchais, It's Hard to Be a Saint in the City. Reprise par Bowie à l'époque quand même. Et Growing Up, repris par Bowie aussi sur Pin-Ups dans les bonus avec Ron Wood. Enfin, nous ne nous égarons pas. Et donc voilà, c'est des kilomètres de texte. Et puis il a son espèce de Midnight Rambler sur ce même album qui s'appelle Spirit in the Night, qu'il interprète sur scène en se mettant allongé, etc. Donc voilà, Springsteen, pardon, arrive là-dedans, mais ces deux premiers albums ne fonctionnent pas finalement. Il arrive Non. à Columbia, c'est pour Columbia. Il arrive, Tout à fait. il joue à la sèche, je crois, Growing Up, etc. D'ailleurs, C'est si je peux me, dispo. si je peux me Ah bah, permettre, tu t'es là pour ça. il est, Interromps-moi. il est découvert et promu auprès des pontes de Columbia par John Hammond, le même personnage qui avait fait signer à la fois Aretha Franklin et Bob Dylan chez Columbia au début des années 60. Putain, le mec qui a le nez fin quand même. On peut dire ça, oui, effectivement. Donc du coup, voilà, les deux premiers albums, moi je les trouve fantastiques, mais ça marche pas. Enfin, il en vend quelques copies aux États-Unis, enfin, je sais pas dans quelle proportion, mais Très faible. ouais, voilà, c'est vraiment très faible. D'ailleurs, il y a assez peu d'archives là-dessus. Je crois qu'on dans un coffret, on entend, je crois, les sessions où il auditionne pour Columbia et il joue Growing Up, c'est formidable. Mhm. Et donc, comme je disais, voilà, c'est avec Born to Run Oui. qui décolle. Et après, moi, voilà, c'est le Street Band qui me fait pas bander vraiment. Voilà, c'est le mot.
Musicalement, le groove, ça perd en groove. Et donc, toi, explique-nous ce qui te passionne autant sur après tous les albums qui vont bien se vendre. C'est-à-dire, si je dis pas de bêtises, Born to Run, après il doit y avoir The River, Darkness, The Dans l'autre River et Nebraska. Et Tout Born à in fait. the USA Tout à et fait. Tunnel of Love. Vous voyez, quand même, je connais mon sujet. Tout à fait. Dis-nous pourquoi faut écouter ça et faire abstraction peut-être de la prod pour un rocker. Parce que pourquoi c'est un homme qui est représenté avec une guitare et pourquoi il n'y a pas de guitare dans ces disques? Bah parce qu'il y a des chansons avant tout. Il y a avant tout un songwriter et Springsteen, c'est ça qui est intéressant, c'est que Springsteen, à la base, c'est un guitariste. C'est un C'est-à-dire un guitariste. guitariste pas chanteur? Oui, tout à fait. D'accord. C'est un guitariste qui ne se pensait pas ni chanteur ni auteur-compositeur, mais qui, dans son développement personnel, se rend compte que il commence à devenir professionnel à la fin des années 60, donc vraiment à l'époque où c'est la West Coast qui mène la danse, et Springsteen étant, on va dire, pour caricaturer, un grand banlieusard de New York, n'a pas accès à tout ce que fait le Velvet Underground. Ah bah, comme Donc personne. Springsteen est avant tout sur la logique de tout se passe sur la côte ouest. Merde. Et donc Springsteen se dit que lui étant sur la côte est et tout se passant sur la côte ouest, c'est pas en étant guitariste qu'il va faire carrière, c'est en devenant singer-songwriter. Et c'est effectivement là que la fixette Dylan va se faire. Mais Springsteen évolue sur une scène très particulière qui est la scène donc très populaire du New Jersey, parce que c'est donc l'état D'accord. frontalier de New York. Et tu pourrais mais- citer les artistes qui appartiennent à cette scène qui ont Bah, passé? tout ce qui est la scène pour laquelle Springsteen a pu écrire, donc des gens comme Southside Johnny, Mhm. des gens un petit peu oubliés, etc., mais qui étaient des gens assez importants dans les années 70, D'accord. mais uniquement localement. Mais une fois de plus, qui n'avait pas le droit de citer parce que tout le monde pensait uniquement scène californienne. Alors ça a C'est commencé, terrible. ça a commencé avec tout ce qui était évidemment les années 60, toute la scène Jefferson Airplane, Birds, etc. Pour ensuite évoluer vers toute la scène des Crosby. singer-songwriters, ouais, Crosby, Stills and Nash, mais aussi Johnny Mitchell, mais aussi James Taylor, mais aussi Carole King, et tout ça. Ouais, tout à fait. Tous ces gens qui ont migré vers la côte ouest, et pour ensuite évoluer vers, on va dire, les Eagles et Fleetwood Mac, quoi. Ouais, d'accord. Donc voilà, C'est pas évident. c'était un petit peu la polarité du rock américain qui était vraiment très très à l'ouest dans toutes les années C'est 70. le cas de le dire. Et à l'est, c'était vraiment les renégats. Donc, effectivement, toute la scène engendrée par le Velvet Underground, ensuite suivie par les Stooges arrivés de Détroit, mais qui arrivent sur New York, et évidemment ensuite les New York Dolls, et ensuite tout ce qu'on a connu, toute la scène pré-punk, enfin le punk américain, tout ce qui est voilà, Television, Talking Heads, et puis évidemment surtout les Ramones. Donc voilà, et Springsteen était lui assez peu en contact avec cette scène new-yorkaise, étant un espèce de grand banlieusard new-yorkais. Ouais. Et donc, Le mec Springsteen, d'Atlantic City, quoi. voilà. De la banlieue craignos, ça. Et Ashbury Park surtout, bien sûr, donc, parce Hastings, que surtout. Ashbury Park, qui était vraiment l'espèce de Las Vegas plouc, Ouais. Comme méga Atlantic plouc, City, ouais. un espèce d'équivalent de ce qu'en Angleterre est Blackpool par exemple. Ouais, ouais, hein. ouais. Donc, et il décide donc d'être singer-songwriter, et déjà, dès le début de sa carrière, il y a une espèce de controverse sur est-ce qu'il doit être un espèce de barde folk, un peu comme Dylan à ses débuts, ou est-ce qu'il doit faire avec son groupe. Et Springsteen est dans un espèce d'entre-deux, mais il choisit finalement, un petit peu contre ce que son label lui conseille, de jouer avec son groupe sur ses premiers albums. Comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, les deux albums ne marchent pas, mais en fait, il bénéficie en 75 d'un espèce d'alignement d'étoiles. Comme quoi, c'est pas quand un disque ne marche pas qu'il est pas bon. Hein. Enfin, parce que c'est vraiment, pour moi, ce qu'il a fait de mieux. Enfin bref, continue. Oui, mais c'était contre. Là, c'est une question de goût après, hein, c'est débile. Hein, mais c'était surtout un petit peu contre l'air du temps. En fait, l'album. Mais justement, je pense que les gens qui se sont identifiés à Springsteen très vite, et je pense que c'est peut-être la seule fois où je vais citer Bono qui l'introduit au Rock and Roll Hall of Fame, c'est que certains gens
certaines personnes aux États-Unis en avaient ras-le-bol de ce contrôle absolu du flower power. Et du coup, ils voyaient en Springsteen une espèce de brando élégant, en cuir, qui chantait exactement la vie de banlieue. Et c'est là-dedans que Springsteen Mais ce qui est intéressant, va c'est que trouver son audience. il était inaudible dans ce rôle-là en 73, alors qu'il le devient en 75. Et pourtant, C'est il le ça qui est devient intéressant. au profit d'une prod. C'est dur de dire ça, mais Euro Disney, quoi. C'est pas entièrement vrai. Ouais, C'est pas entièrement, vrai. mais Ce bon. qui se passe, c'est que on arrive en 75 où il y a une espèce de lassitude où on n'est pas vraiment Déjà, au punk. La scène côte ouest a implosé complètement déjà en 75. Hein. En partie. Après, il y a partie. Crosby, Stills, Nash Young qui font des grosses tournées en stade, etc. Mais je veux Mm. dire, tout l'airplane et tout a explosé. Bon, Non mais c'est vrai, mais c'est le moment de bascule où ça passe du côté Eagles et ensuite Fleetwood Mac, Oui, tu vois. oui, non, mais c'est vrai que ça vend comme Ah ben ça c'est... des petits Ah bah, kebabs. Hein. il suffit de regarder les chiffres. Ah bah oui, oui. Donc Springsteen arrive là-dedans pour en fait embarquer la critique avec lui au propre comme au figuré, car c'est carrément dès 75, au milieu de l'album de Born to Run, pardon, Ouais. que c'est John Lando qui était un petit peu le second de Jan Wenner au sein de la rédaction de Rolling Stone, qui devient son producteur et son manager. D'accord. Et c'est un petit peu ce qui explique le trou qui se passe après, parce que le manager officiel que Springsteen avait à l'époque, qui s'appelait Mike Capel, lui colle un procès, parce que Springsteen ne veut plus, Avec lui, ouais. ne veut plus travailler avec Mike Appel, mais Mais veut Lando, travailler ouais. avec John Lando. Ouais. Mais ils ont signé un contrat auquel Springsteen est lié. Et à cause de ça, Springsteen... Et ça bloque quand, du coup, entre les deux entre Born to Run et Darknet D'accord, c'est on pour the ça Edge qu'il y of a Town. 3 ans, finalement. C'est pour ça qu'il y a 3 ans Ouais, d'écart, je me parce suis que, toujours- voilà, tu réponds à une parce question que je me que posais. une décision de justice force Springsteen à ne plus avoir le droit d'enregistrer Ouais, ouais. pendant cette période-là. Et donc, avant que la situation soit régularisée, Springsteen va uniquement tourner. Et ce qui est intéressant, c'est l'histoire de la musique qui se passe pendant ce temps-là, c'est-à-dire qu'évidemment, le punk anglais déferle à partir de 77, et Springsteen se rend compte que cette production spectorienne Ouais. que tu lui reproches sur Born to Run Voilà, n'est plus d'actualité. Et c'est en ça qu'il fait un album extrêmement noir avec Darkness on the Edge of Town, qui quelque part ne va pas aller vers le recentrage vers l'individuel, vers les angoisses individuelles qui va se passer en Angleterre, mais vers effectivement un ton beaucoup plus noir, beaucoup plus introspectif, mais mais Springsteen va commencer à vraiment exprimer cette espèce de conscience de l'Amérique qui était déjà en germe dans Born to Run, mais qui vraiment dans Darkness on the Edge of Town va vraiment s'exprimer à travers qu'est-ce que nous faisons de ce territoire, qu'est-ce que nous faisons de cette gloire, Ouais. qui sont les Américains qui ne réussissent pas, parce que il pose cette question fondamentale. Quand on est américain, on a le droit, on a le devoir de vouloir réussir, mais tout le monde ne réussit pas. Et quelle est la vie de ces gens qui ne réussissent pas? Et c'est à partir de là qu'il va commencer à tisser une toile extrêmement intéressante, dont le premier pavé est vraiment sur Darkness on the Edge of Town. Arrive ensuite, 2 ans plus tard, The River, qui est un double album assez exceptionnel, qui alterne chansons très introspectives et chansons volontairement faciles et festives, parce que il considère que c'est exactement le quotidien et les impulsions des Américains moyens. Il veut se mettre à cette hauteur-là, en fait. À la hauteur de... Ce qui est incroyable, c'est que ce que tu décris super bien, et c'est ce que je ressens, moi, quand j'entends... quand j'ai vu Springsteen plusieurs fois sur scène, et la fanbase, les gens qui vont le voir, sont incroyables. Et je veux dire, c'est très 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 bien expliqué dans un film qui peut être risible, mais qui s'appelle Springsteen and I, et où c'est des témoignages individuels de gens chez eux qui expliquent pourquoi ils aiment Springsteen. Et tous les gens, en parlant, se retrouvent en larmes, parce que ça doit être ces gens-là, ces Américains-là qui réussissent, enfin qui deviennent juste des middle class, moins, quoi. Et donc...
Voilà, il a réussi à fédérer. Et puis cette générosité, en fait, ça se retranscrit dans ses setlists. C'est le seul artiste aujourd'hui qui dure. Même s'il a que 49, tu m'as dit 49, il est né. Oui. Voilà, il commence à avoir le même âge que les autres, qui commence à vieillir, petit père. Le mec fait 3 heures de cette liste, il te fait un album en entier. Tous les soirs, il change. Il y a le coup des pancartes, c'est-à-dire que les fans viennent au concert avec une pancarte, peux-tu jouer ça? Il prend les pancartes, il joue ça. Enfin, je veux dire, c'est un des mecs les plus généreux en live qui existe. Bien sûr. C'est incroyable d'ailleurs. Et finalement, bon, voilà, donc ça c'était une petite parenthèse, mais après, c'est avec Born in the USA qu'il explose. Et Reagan, dans sa campagne, réutilise Born in the USA contre son avis et détourne complètement le sens de la chanson. C'est aussi c'est ça. Et Springsteen est furieux que Reagan utilise une de ses chansons en faisant un hymne de campagne qui ne veut pas du tout dire ce que Reagan propose dans son programme. Les années 80 sont vraiment un tournant assez extraordinaire à observer chez Bruce Springsteen parce que, en fait, Springsteen récemment a eu l'extrêmement bonne idée, comme beaucoup d'artistes majeurs, de ressortir, grâce au numérique, des archives intéressantes. Et notamment, il a ressorti des archives pour le coffret The River d'un concert qu'il a donné le lendemain de l'élection de Ronald Reagan en 80. Et dès ce concert-là, il manifeste clairement son hostilité au président Reagan. Ouais, 4 ans avant sa tentative de réélection, c'est dingue. Ouais. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après The River, il va effectivement se renfermer chez lui avec un studio 4 pistes, avec un magnétophone 4 pistes, et commencer à essayer voilà. Il va commencer à essayer d'enregistrer un nouveau disque, extrêmement influencé par beaucoup de lectures et notamment et aussi beaucoup par le chef-d'œuvre, le premier film chef-d'œuvre de Terrence Malick qui s'appelle Badlands, un film magnifique avec Martin Sheen. Faudra qu'on fasse des podcasts cinéma. C'est peut-être le plus beau film de plan fixe, de nature, etc. J'adore ce film avec le. Bon, bref, je te laisse parler parce que là, si tu me parles de Badlands et de Terrence Malick, moi je vais fondre. Et donc donc ce film Badlands qu'il a vu après avoir lui-même écrit la chanson Badlands sur Darkness. C'est marrant. Mais va lui inspirer énormément Nebraska au même titre que. Peut-être pour ça qu'il revient à une espèce de pureté qui voilà. se prive de son groupe. Et ça a ajouté en termes de performance et d'angoisse, évidemment, au chef-d'œuvre absolu qui est le premier album du groupe Suicide, le groupe culte new-yorkais qui sont les pionniers du rock électronique. Et en fait, qui est enregistré dans la pièce d'à côté où Springsteen a enregistré The River, qui a enregistré leur deuxième album sous la houlette de Rick Ocasek des Cars. Et en fait, Springsteen notamment assiste à l'enregistrement du single chef-d'œuvre de Suicide qui s'appelle Dream Baby Dream, et que Springsteen fera un single beaucoup plus tard, en 2015 ou 2014, je ne sais plus. C'est vraiment influencé par Suicide qu'il va essayer d'avoir cette approche hantée qu'il ne réussira jamais à reproduire avec son groupe, à tel point que Nebraska effectivement sort en 82, mais ce qui sort, ce n'est pas un enregistrement de groupe, c'est juste les démos de Springsteen faites là. Mais ces enregistrements étaient beaucoup plus larges que ça, et en fait, les autres chansons non incluses dans Nebraska vont être, elles, travaillées avec le groupe, plus d'autres chansons écrites entre 82 et 84, ce qui va donner Born in the USA. Qui est son plus gros succès commercial, finalement. Évidemment. Mais qui est porté peut-être par le titre phare, par le single, comme tous les albums des années 80, porté par le clip, par le single. Et le paradoxe du single, bien sûr. Voilà. Et le paradoxe, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut rappeler ici que quand même la chanson parle d'un vétéran du Vietnam qui a été détruit psychologiquement par la guerre, qui rentre dans son pays et qui n'a qu'une seule chose à laquelle se raccrocher, c'est le fait d'être un Américain, d'être né aux États-Unis, et même si sa vie est foutue, il espère encore que l'idéal américain va réussir à le sauver. Et à partir de ça, Ronald Reagan a complètement détourné le message de la chanson pour essayer d'en faire un hymne patriotique. Mais derrière ça, Springsteen fait une tournée
un grand succès Ah, qui court jusqu'à la fin de l'année 85, qui court jusqu'au parc de la Courneuve, où notamment en nous France. connaissons Oui. des amis et même de la famille qui Absolument, absolument. sans parler de nos vies. Absolument. Et ce qui est assez magnifique, et je sais que tu m'attends là-dessus, c'est que ce qu'il décide de faire juste après ça, c'est de complètement prendre tout le monde de Et de court. couper tout ça. Et, Et de faire Tunnel of Love. voilà, et de là se retourner chez lui et de concevoir tout seul un album sur ce qui se cache derrière les ambiguïtés des relations amoureuses. Mhm. Et, D'accord. et un album magnifique, et d'autant plus quand on... À la production infecte. Et que Springsteen illustre dans sa vie privée même, parce qu'à l'époque il est marié avec une femme, mais en fait il vient de se marier en 85, mais il exprime dès ses chansons enregistrées en 86 des doutes sur la profondeur de cet Il a amour-là. rencontré Patty après. Non, il l'a pas rencontrée, elle était déjà dans son groupe en 85. Ah oui, mais il tombe amoureux de Patty. Tout le monde tombe amoureux de sa Patty. Hein. Keith Richards, Bruce Springsteen, pour en citer que deux. Pardon. Voilà, ils ont de la sympathie pour Patty. Voilà, exactement. Non, non, mais excuse-moi. Et donc, il arrive à, pour le coup, par ce biais-là, en fait, lui qui s'était voulu comme le nouveau Dylan, finalement, c'est peut-être par sa description des paradoxes de la vie amoureuse et de ses côtés les plus angoissants, qu'il arrive à la hauteur du maître, peut-être, grâce à cet album-là, Tunnel of Love, et aussi par les albums extrêmement ratés, mais de façon touchante, qu'il a pu publier après, qui là touche beaucoup plus à son expérience de la paternité, qui sont les albums Human Touch et Lucky Town en Ouais, 92. Et après, il est pareil, un peu comme tous ces groupes dont on parle. Il y a le retour du Street Band en 99 et une espèce de Never Ending Tour qui continue encore pour clôturer. Là, en ce moment, ça fait à peu près une petite dizaine de mois qu'il est en solo, tout seul en acoustique à Brooklyn. À Broadway, pardon, pour faire 1h20 de set, dont je pense les images seront diffusées très prochainement sur Netflix. Et que peut-être que ça peut faire une bonne porte d'entrée. J'allais poser la question, mais écoutez, si vous avez envie d'aller, attendez, patientez un peu et regardez, je pense, Bruce. Moi, j'attends ça avec impatience, de voir Bruce à Broadway, tout seul, livrer sa vision de l'Amérique. Et je te remercie vraiment d'avoir parlé de ça avec tout ton cœur. Je suis là pour ça. Et je vous dis à bientôt, hein, Oui. tous. Gros bisous. Hein, mais c'est va, sans oignon, le kebab.